podcast. Écho. 1976. Théodore Monod est l'idéal de l'homme complet. Bonjour, je suis Florence, journaliste à l'INA. Cette semaine, j'ai choisi pour vous cette archive de Théodore Monod de 1976. Théodore Monod est alors professeur au Muséum d'histoire naturelle et membre de l'Académie des sciences. Connu pour la grande diversité de ses domaines de connaissances et sa passion pour le Sahara, il a fortement contribué à alerter sur la question de l'avenir de la planète. Dans cet extrait de 1976, des après-midi de France Culture, Théodore Monod partage ses réflexions sur des sujets bien plus vastes que les questions d'environnement. À une époque où une partie de l'opinion publique commence seulement à se sentir concernée par l'écologie. Quand je l'ai entendu pour la première fois, j'ai d'abord été frappée par la sévérité avec laquelle il jugeait déjà l'attitude de l'homme vis-à-vis de la nature, mais aussi par son ambition pour l'espèce humaine. Jusqu'à présent, on pouvait légitimement dire l'homme est né il y a très peu de temps sur un cadran solaire, sur un cadran horaire, sur une horloge, il serait né à 11 heures. Et s'il était 12 heures, il serait né à 11 heures, 59 minutes, 59 secondes, etc. Parce que l'homme sur la Terre est un phénomène extraordinairement jeune, malgré les quelques millions d'années qu'il a. Alors on pouvait se dire, il est très jeune, il a tout le temps de sortir de la préhistoire, d'échapper à la barbarie ancestrale, d'abandonner son goût de la violence, de la guerre, etc. Mais maintenant, le temps presse, c'est pas du tout s'il a beaucoup de temps devant lui pour changer d'attitude, parce que il faut avouer que pour l'instant, notre civilisation prête à un certain nombre d'inquiétudes. Une civilisation qui est une civilisation du bruit, d'abord, du bruit, du gadget, bien entendu, du gaspillage et du déchet. Eh bien, ça n'est pas viable indéfiniment. Ça peut durer un certain temps, bien entendu. Ça durera un certain temps, mais ce n'est pas une solution au problème de l'homme. Parce que l'homme, c'est autre chose qu'un matricule, c'est autre chose qu'une carte d'électeur, c'est autre chose qu'un tube digestif, etc., etc. C'est plus vaste, Alors, il faudrait peut-être penser aussi à l'homme complet, et à la destinée de l'homme, et au bonheur de l'homme complet. On nous parle toujours du produit national brut. Qu'est-ce qui pense au bonheur national brut? Qu'est-ce qui essaye même de le calculer? Il y a quand même quelques économistes aujourd'hui qui essaient de faire entrer des phénomènes et des choses qualitatives dans les calculs que l'on peut faire. Parce que le produit national brut, nous savons très bien comment il est calculé, c'est une somme. Il paraît que c'est le signe de la prospérité d'un pays. Mais c'est une somme arithmétique de tout ce qui se passe, sans défalcation des nuisances. Et j'ai entendu un économiste nous expliquer que si l'alcoolisme décuplait en France, il est déjà pas mal comme ça, mais enfin, s'il décuplait en France, ça s'inscrirait positivement, parce qu'il faudrait beaucoup plus de prisons, beaucoup plus de police, beaucoup plus de chambres de bois, etc., etc. Alors, il faudrait peut-être un petit peu aussi songer aux méthodes de calcul que l'on emploie si on veut servir l'homme complet. Cet homme total, c'est un espoir, parce que pour l'instant, on peut dire que certains individus ont atteint une stature morale et spirituelle et qui doit ressembler à ce que pourrait être un jour ce que j'appelle l'homme complet. Mais pour l'instant, on peut dire que la croissance de cet homme, on peut dire de façon générale d'ailleurs le bonheur de l'homme, me paraît menacée par un certain nombre de dangers. Et j'en vois trois, en gros, qui sont les principaux. Il y a d'abord, ça tout le monde le sait, l'explosion démographique, qui est la pollution numéro 1. Ce lapinisme galopant ne peut pas
durer non plus indéfiniment. Il n'y aura pas de place matériellement pour tous les êtres humains dans quelques centaines d'années si la reproduction des êtres humains se poursuit au rythme actuel. Ça, c'est un physicien anglais fait un calcul pour s'amuser. Pour savoir combien il y aurait d'êtres humains au mètre carré dans un certain nombre de siècles. C'est des calculs stupides, c'est pas possible matériellement ça. Et il ajoutait d'ailleurs, ce qui était assez amusant, qu'on arriverait quand même à loger tous ces gens en recouvrant la planète, je dis bien la planète et pas les continents, d'un seul immeuble qui n'aurait, ajoute-t-il, que 2000 étages. Et à ce moment-là, tout le monde serait heureux. Mais il paraît que ça poserait des problèmes thermiques extraordinaires, cette juxtaposition de mammifères dans un immeuble géant. Bon, alors, l'explosion démographique, bien sûr. Et puis alors, l'installation d'une civilisation, je caractérisais tout à l'heure, qui est, à certains égards, inhumaine, profondément inhumaine. Parce qu'elle a, évidemment, elle a fait des choix. Elle a opté pour le plus contre le mieux, c'est-à-dire pour la quantité, plutôt que pour la qualité. On pourrait aussi dire pour l'avoir, plutôt que pour l'être. Et alors, ça donne des hommes vides aux mains pleines. Eh bien, des hommes vides aux mains pleines, c'est pas ce que j'appelle l'homme complet. Ce serait plutôt des hommes pleins de quelque chose de vrai et de beau, même s'ils n'ont pas les mains pleines. Et puis alors, il y a un certain nombre, tout ça on peut grouper un certain nombre de caractères de l'homme actuel qui ne sont tout de même pas favorables à l'éclosion d'une humanité améliorée, si je puis dire, enfin, pacifiée, équilibrée, fraternelle. Ce sont des choses qui vont de soi, mais enfin, on peut le rappeler. Cet appétit de la puissance, à tous les niveaux, à tous les stades, bien entendu, depuis l'individu jusqu'à l'État. Les excès de l'orgueil, également à tous les niveaux. Le mépris de ce qui est différent. Nous avons beaucoup de peine à admettre que d'autres êtres vivants soient d'autres hommes, et aussi d'autres êtres vivants, parce qu'il faudrait faire entrer les autres êtres vivants dans le tableau, soient différents de nous. Nous ne comprenons pas qu'il puisse y avoir plusieurs modes de vie également légitimes, plusieurs types de civilisation. Nous parlons toujours de la civilisation avec un C majuscule, et qui, comme par hasard, est la nôtre. C'est quand même curieux comme démarche intellectuelle. Il y en a d'autres, d'ailleurs. Mais nous avons de la peine à les accepter comme tels, nous avons toujours une tendance au palmarès. Nous voulons toujours serrer les choses, faire des hiérarchies, dire que celui-là est meilleur que celui-là, ce pays-là, etc., cette race-là. Mais non, tout ça, c'est la même chose. Nous sommes tous sur le même plan. Alors là, je pense qu'il y a deux idées générales qui pourraient favoriser l'éclosion de l'homme. Et c'est ce que je ressens personnellement très profondément. C'est d'abord cette notion de totalité, l'unité des choses et des êtres. Le globe terrestre, c'est un système unique et clos, et fermé d'ailleurs, à la surface duquel rien ne se trouve en quantité indéfinie. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs économiser un certain nombre de choses, même l'eau. Mais ça va plus loin de songer au cosmos. Eh bien, l'unité du cosmos, cette idée que tout, à l'intérieur de l'univers, se tient. Et ça, il n'y a que les poètes qui savent ça. Et qui l'ont dit, d'ailleurs. Il y a un poète anglais qui est très, très connu, qui s'appelle Francis Thompson, qui a dit « Celui qui cueille une fleur dérange une étoile ». C'est une idée merveilleuse, magnifique. Cette idée que, à l'intérieur de notre système cosmique, tout agit sur tout. D'ailleurs, j'ai retrouvé exactement la même idée dans Victor Hugo, d'ailleurs pas dans un poème, dans Les Misérables. Je cite de mémoire, Victor Hugo dit quelque part dans Les Misérables qui oserait affirmer que le parfum de l'aubépine
est inutile ou nébuleuse. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est exactement l'idée de Francis Thompson, l'idée de l'unité de tout ce qui existe à la surface du monde. Et quelqu'un disait aussi, si je connaissais le tout de quelque chose, je saurais le tout de tout. Ce qui veut dire que si quelqu'un connaissait les secrets d'un grain de sable, il aurait le secret du cosmos. Or, nous ne connaissons pas les secrets d'un grain de sable, loin de là. Alors ça, c'est une chose, la totalité et l'unité. Et puis alors, je crois aussi qu'il y a un deuxième élément, sans lequel l'homme ne parviendra pas à sa stature définitive. Mais d'ailleurs, ça se relie un petit peu à l'unité. C'est la sympathie. La sympathie, la capacité d'apprécier les autres. Et quand je dis les autres, c'est pas forcément uniquement les autres habitants de Paris ou les autres membres de ma famille ou mes autres compatriotes, ni même les autres êtres humains à la surface du globe. C'est également les autres êtres vivants. Parce que j'ai le sentiment que là aussi l'unité devrait jouer et que sans le respect des autres êtres vivants, c'est-à-dire des animaux, et on sait comment l'homme se comporte vis-à-vis des animaux, c'est effroyable quand on a le courage de regarder dans le détail, les animaux et les plantes, le monde vivant, le respect de la vie au niveau du monde vivant. C'est d'ailleurs ce qu'avait découvert Albert Schweitzer, l'auteur Schweitzer, qui avait fait dans son système philosophique, avait fait du respect de la vie les bases d'une éthique nouvelle. Il disait, sans ce principe établi comme base de la morale, eh bien, l'homme ne sortira pas de ses difficultés actuelles et de ses méfaits actuels, hélas. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles s'il vous a plu et à vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Rendez-vous chaque lundi sur Écho, un podcast produit par l'INA.